Qui n'a jamais été tenté, en tombant sur de vieilles photos de famille, de déterminer qui est qui? Qui est l'oncle ou la cousine de qui? Essayer de dessiner son arbre généalogique. Mais quand la photo de famille ressemble à celle-ci, on comprend que les paléoanthropologues, au fur et à mesure de leur découverte, essayent de mettre de l'ordre dans cette parenté quelque peu étrange. Et en plus, cette famille, c'est la nôtre. L'un des livres de Pascal Pic, Les premiers hommes, a impressionné bon nombre de mes amis. L'un d'entre eux m'a suggéré de parler, cette année, des hominidés, car le sujet devient un peu embrouillé face au buissonnement complexe des fossiles. J'ai eu mon premier déclic pour la préhistoire dans les années 1960, en visitant le musée du Grand Pressigny. J'imaginais ces hommes dont j'avais une représentation assez vague. J'avais vu dans le Petit Larousse cette image en haut à droite qui montre un singe, un australopithèque, Erectus, Néandertal, Sapiens. Cette évolution simple et linéaire d'une humanisation progressive avait quelque chose de rassurant. Mais j'ignorais que ce schéma était faux. J'ai beaucoup appris depuis, dont, entre autres, que la saga de nos ancêtres n'est pas un déroulement rectiligne, mais un buissonnement touffu dans l'espace et dans le temps. La paléoanthropologie est une science jeune. La majorité des découvertes de fossiles s'est faite depuis moins de 2 siècles. Cette diapo vous en donne quelques repères. À tout seigneur, tout honneur, Darwin, qui ignorait totalement en 1859 les ancêtres dont je vais vous parler, mais qui a écrit plusieurs livres extraordinaires, dont L'origine des espèces et, à la fin de sa vie, The Descent of Man, souvent traduit en français en la descendance de l'homme, ce qui est inexact, mais la filiation de l'homme qui serait plus correcte. Tout seul, parmi des savants sceptiques et des pasteurs anglicans rigides, il avait compris les fondements de l'évolution des espèces vivantes et les origines de l'homme. Contre toute attente, il pensait que l'origine de l'humanité était à chercher dans les zones tropicales de l'Afrique ou de l'Asie. La génétique n'existait pas. Mendel était en train de croiser ses petits pois dans un monastère tchèque. Ses travaux ne seront connus qu'en 1900. Il ne savait pas, bien sûr, que la découverte de l'ADN confirmerait un jour ses théories. J'ai donné à gauche les noms de quelques préhistoriens et paléontologues qui ont jalonné 2 siècles de découvertes. Édouard Larté, qui décrivit en 1840 quelques grands singes européens, dont Dryopithèque, découvert près de Saint-Gaudens. Eugène Dubois, qui découvrit sur l'île de Java en 1891 le Pithecanthrope, aujourd'hui rebaptisé Homo erectus. Raymond Dart, qui a découvert en 1924 en Afrique du Sud l'enfant de Tang, premier fossile d'Australopithèque. Puis l'extraordinaire famille Liquet, les parents Louis et Marie, leur fils Richard, leur belle-fille Maeve, qui ont découvert au Kenya le proconsul, bon nombre d'espèces d'Australopithèques et Homo habilis. Puis l'équipe Yves Coppens, Donald Johansson, Maurice Taïeb, qui revendiquent la paternité de Lucie. Michel Brunet et Brigitte Senu, qui de 2001 à 2011 ont découvert les plus anciens hominidés connus, Toumaï, Abel, Millennium. Lee Berger, qui au cours des 6 dernières années a découvert Cédiba et Naledi, dont nous reparlerons. J'aurais pu en citer plein d'autres tout aussi fameux. On n'y reviendra cas par cas. Voyons d'abord l'histoire des primates. Ce sont des mammifères apparus il y a 65 millions d'années. Cette diapo rappelle quelques caractéristiques de ces animaux arboricoles, dont le sens dominant est la vue. L'œil est doué d'une grande acuité visuelle et les orbites sont tournées vers l'avant, ce qui permet la vision en relief. Leur main est préhensile avec le pouce opposable. Les griffes sont remplacées par des ongles. Leur pied est généralement préhensile, avec un gros orteil, le plus souvent opposable, ce qui en fait donc des quadrumanes, ce qui est bien pratique quand on vit dans les arbres. La queue longue leur sert de balancier. Quand ils descendent vivre sur le sol et deviennent des marcheurs bipèdes, ils vont perdre cette queue et leur pied cessera d'être préhensile. Les mamelles sont placées sur la poitrine
et non sous le ventre comme chez les autres mammifères. Ils vivent de préférence dans les forêts, les savanes, les plaines arborées. Ils ont une vie sociale élaborée. Leur taille varie du minuscule ouistiti au gorille. Je ne parlerai pas ici de tous les primates fossiles et actuels dont on connaît à présent une bonne centaine d'espèces, mais seulement des grands singes. Les hominoïdés apparaissent il y a 40 millions d'années. Le plus ancien fossile est celui du proconsul, qui vivait au Kenya à l'époque du Miocène, entre 23 et 16 millions d'années. Il avait perdu sa queue. Il était essentiellement frugivore, mais pouvait consommer aussi des feuilles, des noix, des légumineuses, des insectes. Le nom de proconsul aurait été choisi par référence à un chimpanzé appelé Consul qui était pensionnaire du zoo de Londres. Entre 20 et 10 millions d'années, existent de nombreuses espèces, dont le Siopithèque, l'Uranopithèque, puis le Dryopithèque, découvert par Larté en 1837 à Saint-Gaudens, en Haute-Garonne. À 19, 16, 14, puis 9 millions d'années, de grandes branches d'hominoïdés se sont détachées de notre lignée pour aboutir aux singes modernes. À 6 millions d'années, demeurent les chimpanzés, dont les bonobos, et l'homme qui va connaître un destin surprenant. J'aime bien ce dessin où l'homme est enfin une femme. La séparation des hommes et des chimpanzés se serait effectuée entre 9 et 6 millions d'années, selon les paléontologues, vers 6 millions d'années, selon les généticiens, qui se fondent sur le rythme des mutations de l'ADN. Au cours du Miocène, les grands singes suivent les déplacements des zones tropicales en Afrique, mais aussi en Eurasie, ce qui explique nombre de sites sur ce supercontinent. Quand l'optimum climatique se replie vers l'Afrique, il y a 7 millions d'années, et que la forêt tropicale régresse, les grands singes disparaissent d'Europe. En Asie ne subsistent à l'heure actuelle que les siamangs et les orang-outans. Il paraîtrait que le dernier gigantopithèque a été vu en 1965 dans les montagnes du Tibet par un jeune reporter nommé Tintin. Mais je m'égare, excusez-moi. Cette diapositive reprend un tableau du site hominidés.com que j'utilise souvent pour ne pas me perdre. C'est l'évolution de notre famille pendant les 7 derniers millions d'années. On y voit en brun foncé les premiers hominidés, en marron plus clair les australopithèques, en jaune les paranthropes, en orange les hommes. En bas en vert ce sont les singes dont on vient de parler. On ne peut pas parler de l'histoire de l'homme sans dire un mot du grand rift africain. Sa formation il y a une dizaine de millions d'années est liée au mouvement tectonique des plaques continentales. C'est une barrière géographique importante, car les vallées sont environnées de hautes falaises qui déterminent de part et d'autre des conditions écologiques différentes. À l'ouest du rift, à gauche, existe la forêt tropicale humide, où vivent gorilles et chimpanzés. À l'est, on trouve un milieu plus ouvert, un climat plus saisonnier, avec des savanes arides où sont apparus les hominidés. C'est la brillante théorie de l'East Side Story, imaginée par Yves Coppens, qui unit évolution et écologie. Manque de bol, la découverte de Sahelanthropus près du lac Tchad, à plus de 2500 km à l'ouest du rift, remettait tout en cause, puisque c'est un fossile plus âgé que les australopithèques, et postérieur à la formation du rift. La théorie de Coppens était remise en cause, en partie du moins. Et puis des études récentes ont montré que l'est du rift n'était pas aussi aride qu'on le pensait. Au Miocène, on a retrouvé des traces de la forêt tropicale humide. Jusqu'en 2000, le gros problème des paléontologues, pour comprendre l'évolution de l'homme, était qu'on ne connaissait aucun fossile d'hominidés entre 10 et 4 millions d'années. Cette lacune a été comblée dès le début des années 2000 avec la découverte de 3 fossiles importants. Sahelanthropus, Aurorine et Erdipithecus. Vous voyez leur ancienneté sur ce tableau, puisque le premier a 7 millions d'années, le deuxième 6, le troisième 5 millions et demi. Que savons-nous d'eux? Sahelanthropus tchadensis a été découvert en 2001 par l'équipe de Michel Brunet dans le désert du Djourab au Tchad. Son nom en langue indigène est Toumaï, ce qui signifie espoir de vie.
Il a vécu il y a 7 millions d'années. On connaît de lui les restes de 9 individus, dont un crâne qui montre une capacité cérébrale de 360 cm3. Pour mémoire, notre cerveau à nous fait 1350. Une face raccourcie, des dents de petite taille et surtout un trou occipital en position antérieure, contrairement aux mammifères quadrupèdes qui ont le trou occipital à l'arrière du crâne, ce qui laisse à supposer qu'ils montraient des aptitudes à la bipédie. Ils vivaient dans une zone boisée, mixte, avec la présence de marécages et de prairies. Ororhyn tugenensis a été trouvé par Brigitte Senu et Martin Pickford au Kenya. La date de sa découverte en 2000 lui a valu le nom de Millennium Ancestor. Il vivait il y a 6 millions d'années. Il conserve des caractères archaïques, grand singe robuste, mais son fémur témoigne d'une bipédie plutôt évoluée et fréquente. Son humérus semble par contre indiquer des aptitudes à la suspension dans les arbres. Ardipithecus kadaba a été trouvé en 1994 en Éthiopie par Johannes Haïlé Sélassié et Tim White. C'est un hominidé qui vivait il y a 4 ou 5 millions d'années. Il avait un cerveau de taille modeste, la face et ses dents ressemblant à un ancêtre des chimpanzés, capable de se suspendre aux arbres et pratiquer la brachiation. Les parties connues du bassin et des jambes indiquent de bonnes aptitudes à la marche bipède. Certains s'interrogent pour savoir si ces fossiles sont bien nos grands ancêtres. Ce sont des grands singes ou des hominidés? En fait, la bipédie semble ne pas être le propre de la lignée humaine. Elle s'est développée chez les hominidés des savanes, mais pas chez ceux qui, comme l'oncle conservateur du roman « Pourquoi j'ai mangé mon père », préconisaient le « back to the trees », retour aux arbres, et qui sont les ancêtres des chimpanzés. Le deuxième genre d'hominidés que nous allons voir sont les australopithèques, qui ont existé entre 4 et 2 millions d'années, en Afrique australe et orientale. On en connaît une bonne dizaine d'espèces qui sont figurées en marron sur ce tableau. Les australopithèques ont une stature d'1 mètre à 1,50 m, un poids allant de 30 à 60 kg. Le volume de leur cerveau est de 350 à 500 cm3, soit plus important que chez les chimpanzés actuels. Ils ont par contre une forte mâchoire et de grosses dents recouvertes d'un émail épais. Ils sont encore arboricoles, avec des excursions courantes au sol qu'ils devaient fouler avec une démarche bipède légèrement chaloupée, disait Coppens. Certains pensent à présent qu'ils avaient des outils en bois et en pierre, comme les chimpanzés, des galets qu'ils commençaient à tailler. Le premier a été trouvé en 1924, un peu par hasard, en Afrique du Sud. Un bloc de pierre évoquant vaguement la tête d'un singe a été retiré d'une carrière de chaux près de Tang. Le professeur Edmond Dart a dégagé le crâne et l'a décrit comme le crâne d'un grand singe, avec des caractéristiques humaines. L'emplacement du trou occipital montre qu'il marchait debout. Dart le baptise Australopithecus africanus, le singe d'Afrique, austral, alors qu'il ne s'agissait pas d'un singe, ce qui sera prouvé en 1936. Il s'agit d'un jeune individu que l'on évoque sous le nom d'enfant de Tang. Les chercheurs sud-africains trouveront ensuite d'autres sites et d'autres australopithèques. Sediba vient également d'Afrique du Sud, où il a été découvert en 2008 par Lee Berger, dans une grotte de Malapa, où 2 individus sont décédés au même moment, une femelle adulte et un enfant mâle, sans doute son fils. Lee Berger a daté l'environnement à 2 millions d'années. Berger pense qu'il tient là l'ancêtre d'Homo erectus, ce qui laisse perplexe ses collègues, dont Kimball et Coppens. Cette petite polémique montre que l'on a besoin d'avoir une réflexion sérieuse sur l'origine de l'homme et sa géographie. Mev Liquet pense que Sediba serait un rameau évolutif local. Barel Ghazali, ce qui veut dire la rivière aux gazelles, a été trouvé au Tchad en 1974 par Michel Brunet, qui l'a appelé Abel en hommage à l'un de ses professeurs. Comme Toumaï tout à l'heure, c'est l'exception de la théorie de l'East Side Story d'Yves Coppens. Ramidus, découvert par Tim White en 1992, vient d'Éthiopie.
On a déterminé pour lui un genre à part, baptisé Ardipithecus, ce qui montre les hésitations de classification entre la lignée des hominidés et celle des panidés. C'est encore une affaire à suivre. Gari a été découvert en 1997 par Haïlé Sélassié en Éthiopie. On n'a de lui qu'un fragment de crâne et son maxillaire. Il n'a que 2,5 millions d'années, ce qui est beaucoup plus jeune que les autres australopithèques. On a trouvé près de lui des ossements de gazelle, présentant des traces de découpe avec un outil en pierre, plus vieux que ceux attribués à Homo habilis. Si ce sont les australopithèques qui ont inventé l'outil, c'est une révolution considérable, qui remet en cause tout ce qu'on affirme depuis des siècles concernant l'hominisation. Et de fait, en 2011, une équipe française dirigée par Sonia Armand a trouvé au Kenya, à Lomekwi, des pierres volcaniques montrant des éclats tranchants d'une vingtaine de centimètres, vieux de 3,3 millions d'années, qui semblent bien avoir été réalisés de la main de l'Australopithèque. Anamensis a été découvert par Richard Eliquet en 1995 dans la région du lac de Turkana au Kenya. Anam veut dire lac en langage indigène. Il vécut vers 4,2 millions d'années. Il avait une mâchoire primitive en nu, un humérus de grimpeur, mais des tibias de marcheurs bipèdes. Vous remarquerez que presque tous ces fossiles proviennent d'Afrique australe et orientale. C'est la raison pour laquelle Dart et Eliquet ont essayé dès 1930 de persuader les paléontologues que l'origine de l'homme est africaine, ce qui va être dur à faire admettre à leurs collègues européens. Kenyanthropus platyops n'est connu que par un seul fossile, découvert en 1999 par Marie Eliquet, représenté par un petit crâne complètement broyé et des petites dents. Certains paléontologues ne le considèrent pas comme un australopithèque, d'où son nom de genre différent. Mais j'ai gardé le plus célèbre pour la fin, c'est Australopithecus afarensis, la petite Lucie, dont on a trouvé 52 fragments osseux. La découverte de Lucie a été faite en 1974 en Éthiopie dans l'Afar par une équipe internationale, dirigée par Donald Johansson, Maurice Tayeb et Yves Coppens. C'était l'année où les Beatles chantaient « Lucy in the Sky with Diamonds ». En fait, les découvreurs ont dégagé 250 ossements correspondant au reste de 9 adultes, 3 adolescents, 5 enfants. Cette collection exceptionnelle provient d'un site de 3,2 millions d'années. Ils vivaient en groupe, en famille, aux abords d'un cours d'eau, dont une crue a noyé et emporté les cadavres. Pascal Pic dit que Lucie a ainsi donné son corps à la science. Lucie est devenue l'emblème de l'origine de l'homme, ce qui est quelque peu usurpé. Mais plusieurs pays ont émis des timbres à l'effigie de Lucie, et son papa, Yves Coppens. On a trouvé depuis un autre australopithèque afarensis, Selam, en 2011, à Dikika dans l'Afar, dont le squelette est encore plus complet que celui de Lucie et qui, apparemment, pratiquait la boucherie. Marie Eliquet a trouvé à Laetoli des traces de pas de 2 individus, un mâle et une femelle. Ces pas semblent contemporains de Lucie. Une branche des australopithèques s'est spécialisée dans la consommation de nourriture coriace. Un nouveau groupe poursuit cette tendance. Ils sont plus tardifs et contemporains des premiers hommes. C'est le groupe des paranthropes, les casse-noisettes, en jaune sur ce tableau. On les reconnaît facilement, à leur face très haute et courte, à l'appareil masticatoire le plus puissant des grands singes fossiles et actuels. Les paranthropes sont apparus il y a environ 2,7 millions d'années. Ils avaient un volume cérébral compris entre 420 et 600 cm3. Plus grand que les australopithèques, mais environ 40% de celui d'un homme actuel. Une taille voisinant 1,30 m à 1,50 m et possédant une forte musculature. Paranthropus vivait probablement dans les secteurs boisés plutôt que dans des milieux ouverts comme Australopithecus. Je montre ici 3 espèces ayant vécu en Afrique du Sud, en Éthiopie, en Tanzanie. Et j'aime bien cette image de la collection Life
où l'on voit la rencontre amicale entre des paranthropes et des Homo habilis dans la forêt d'Olduvai. Le dernier genre qu'il nous reste à explorer sur ce tableau est celui des véritables hommes, le genre Homo. Il apparaît donc il y a 2,5 millions d'années, comme celui des paranthropes. Le plus ancien de nos ancêtres est Homo habilis, découvert en 1961 par Murray et Louis Leakey en Tanzanie. Il a vécu entre 2,5 et 1,6 millions d'années dans un paysage de savane arborée. Sa taille varie de 1,15 m à 1,30 m et son poids de 30 à 40 kg. Son crâne montre une réduction de la face et de la mandibule. Son cerveau a un volume de 550 à 680 cm3, plus grand que celle que nous avions rencontrée jusqu'à présent. Le cerveau montre une aire de Broca développée, le rendant apte au vrai langage articulé. En plus, il taille de vrais outils en pierre, des choppers, des chopping tools. Homo rudolfensis a été découvert par Bernard Engeneo en 1972 dans le gisement de Turkana. Un volume cérébral de 650 à 750 cm3 place Homo rudolfensis un peu au-dessus d'Homo habilis. Son appareil masticatoire évoque plus, en revanche, par sa robustesse, la lignée des paranthropes. Les fortes mâchoires sont la preuve de la consommation d'aliments coriaces. Vous avez déjà remarqué que je donne systématiquement le volume des boîtes crâniennes des hominidés. Il y a 100 ans, les paléoanthropologues attachaient une grande importance à cette mesure qui leur permettait de comparer les fossiles les uns par rapport aux autres. Depuis 7 millions d'années, la taille du cerveau a été multipliée par 3. Elle est bien sûr corrélée à la taille des individus. On sait maintenant, dois-je le préciser, que le volume du cerveau n'est pas forcément un signe d'intelligence. C'est parce que la structure interne se complexifie, apportant de meilleures performances de mémoire, d'apprentissage, de planification de ses actes, que le cerveau grossit. Nous verrons dans un instant que l'homme de Flores avait une petite taille et un petit cerveau. Il possédait néanmoins les mêmes capacités intellectuelles que les autres hommes contemporains. Et puis sachez que si l'homme moderne a en moyenne un cerveau de 1350 grammes, celui d'Anatole France n'en pesait que 1017 et celui d'Einstein 1230. Lee Berger a décrit en 2015 un nouvel homme baptisé Homo naledi, découvert dans la cavité de Rising Star, l'étoile montante, en Afrique du Sud. Ce sont 1500 ossements appartenant à une quinzaine d'individus. Il les a trouvés dans une grotte karstique très difficile d'accès. Berger emploie comme fouilleuses des jeunes femmes très minces recrutées sur Facebook, capables de se faufiler dans les boyaux de la grotte. Dans cette cavité, il n'y a pas de fossiles d'animaux, hormis une chouette, et pas d'outils. La difficulté d'accès évoque le mystère de la chambre jaune. De plus, Berger donne des dates étonnantes, 1 à 2 millions d'années, qui semblent quelque peu excessives. Des datations récentes en 2017 rajeunissent ces fossiles, 236 à 335 000 ans. Une deuxième grotte a été trouvée, 100 mètres plus loin, où 3 individus sont mis au jour. D'autres individus seront bientôt récupérés au fur et à mesure que les fouilles progressent. Naledi était un petit individu de 1,50 m de hauteur, pesant environ 50 kg, à l'anatomie de marcheur. Un cerveau de taille modeste, 450 à 550 cm3, des phalanges incurvées, mais les bras ne présentant plus les caractéristiques de la brachiation, et un faible dimorphisme sexuel. Homo ergaster est une espèce qui a vécu entre 2 et 1 million d'années. Il a été découvert au Kenya en 1971 par Richard Leakey. Si vous visitez le musée national de préhistoire, au Zaïzi, vous ne manquerez pas de croiser cet adolescent de Turkana qui traîne dans les escaliers avec un cache-sexe anachronique ridicule. C'est un homme accompli, excellent marcheur, capable de tailler des bifaces bien symétriques et faire du feu. Certains voient en lui un précurseur d'Homo erectus, voire un ancêtre de Heidelbergensis.
les Homo ergaster descendraient vraisemblablement d'Homo habilis. Leur cerveau atteint une capacité de 850 cm3, ce qui nécessiterait une consommation régulière de viande. Son proche parent est Homo erectus. Son nom signifie littéralement « homme dressé, droit » et non un individu jouissant d'une sexualité et d'un organe étonnant comme plaisantent certains étudiants. Le premier exemplaire a été découvert à Java par Eugène Dubois en 1894, qu'il avait appelé Pithecanthropus erectus, considéré comme le plus ancien ancêtre bipède de l'homme et peut-être le fameux chaînon manquant entre le singe et l'homme qu'on recherchait à l'époque. Homo erectus est apparu entre 2,8 et 1,8 millions d'années. Il a vécu jusqu'à moins de 100 000 ans. Avec un volume cérébral compris entre 850 et 1100 cm3, c'est le premier hominidé qui dépasse les 1000 cm3. C'est un chasseur redoutable, un super prédateur, consommant tout type de proie qu'il fait cuire. Les plus anciennes traces de foyer, impliquant la maîtrise du feu, datent d'environ 1,4 million d'années en Afrique, 600 000 ans en Europe. En effet, Homo erectus ou ergaster est le premier hominidé à migrer hors d'Afrique. Sur ce continent, le climat devient plus chaud et plus aride, compliquant les recherches de nourriture. Les hommes partent vers le nord, suivant les routes migratoires des grands troupeaux d'herbivores. Ce ne sont pas des exodes de masse, mais plutôt de petits groupes de chasseurs. On retrouve donc des restes fossiles d'Homo erectus en Asie, dont le fameux synanthrope de Choukoutienne, puis en Europe. Les paléontologues pensent que cette extension est également rendue possible par le mode de vie d'Erectus. La bipédie, le langage, les outils, le feu, les structures sociales. L'homme mâle reste dans le groupe familial et participait à l'élevage des enfants. Les caractéristiques de la société patriarcale sont à présent en place. En 1999, une équipe russe trouve une mandibule incontestablement humaine à Dmanisi, en Géorgie. Les recherches ont continué, fournissant plus d'une trentaine de restes crâniens. Du fait de son âge, 1,8 million d'années, Homo georgicus serait donc le premier hominidé à s'être établi en Europe. Certains l'appellent Homo erectus georgicus. Sa capacité crânienne était de 700 à 800 cm3, supérieure à celle d'Homo habilis. Ses membres inférieurs et ses vertèbres étaient tout à fait adaptés à la marche, mais aussi à la course. Les silex retrouvés à Dmanisi sont du même type que ceux découverts en Afrique orientale, à Holdaway. Un autre homme vient encore compliquer le jeu. En septembre 2003, est découvert dans une caverne de l'île de Flores, l'île des fleurs, à l'est de Java en Indonésie, un petit homme appelé Homo floresiensis. Les restes de 9 individus ont été mis au jour, dont un crâne complet avec sa mandibule, des membres, des fragments de colonne vertébrale, du sacrum, etc. Ils sont datés entre 95 et 50 000 ans. On évoque clairement une descendance d'Homo erectus, voire même d'Homo habilis. Sa taille était d'environ 1 mètre, ce qui est beaucoup plus faible que les autres hominidés de l'époque. La petite taille s'explique par les adaptations évolutives lorsque les espèces sont isolées sur une île. Du fait de cette petite taille, il a été surnommé le Hobbit par les anthropologues. Sa capacité crânienne, proportionnelle à sa taille, est plus proche du chimpanzé que de Sapiens, 380 cm3, la taille d'un pamplemousse. Ce qui n'enlève apparemment rien à ses capacités cognitives. On a trouvé sur le site 11 600 outils en silex et des traces de foyer. Mais le sud-est asiatique n'a pas fini de nous surprendre. Signalons une mâchoire pêchée au large de Taïwan en 2008, baptisée Penghu, datée de moins de 100 000 ans. Elle n'appartient à aucune espèce connue. Le dernier venu a été découvert dans l'archipel des Philippines, dans l'île de Luzon. Les os de 3 individus de petite taille, âgés de 50 à 70 000 ans, présentent des caractéristiques à la fois archaïques et modernes. Leurs pieds prouvent une aptitude à grimper dans les arbres, mais parfaitement bipèdes.
Cette espèce encore inconnue a été baptisée Homo luzonensis. L'île de Luzon est séparée du continent depuis 2,5 millions d'années. Comment cet homme a-t-il pu s'y rendre? Il faut attendre d'autres découvertes pour mieux situer cette nouvelle espèce dans la généalogie humaine. C'est en 1907 que le premier fossile d'Homo heidelbergensis a été identifié dans une sablière de la région de Mauer en Allemagne. Ce premier fossile n'est constitué que d'une mandibule et a été daté à partir de la faune de mammifères qui l'accompagnait. Depuis, plusieurs autres fossiles ont été mis au jour dans plusieurs régions du monde, en Grèce, en Éthiopie, en Gambie, en Grande-Bretagne. Des fossiles sont également retrouvés à Totavel, dans les Pyrénées-Orientales, et à Atapuerca en Espagne. Un crâne âgé de 400 000 ans vient d'être retrouvé à Arceira au Portugal. La capacité crânienne d'Homo heidelbergensis est de 1000 à 1300 cm3. C'est pourquoi autrefois il a parfois été qualifié d'Homo sapiens archaïque. Les études montrent que heidelbergensis pourrait être l'ancêtre de Néandertal. À Grandolina, dans la Sierra Atapuerca en Espagne, en 1994, ont été découverts 86 fragments de 6 individus âgés de 780 000 ans, baptisés Homo antecessor, qui serait peut-être l'ancêtre de heidelbergensis, de Néandertal et même de Sapiens. Mais on s'est souvenu qu'en 1921 avait été découvert en Rhodésie à Broken Hill le crâne et la mâchoire d'un autre homme appelé Homo rhodesiensis, qui serait plutôt intermédiaire entre antécesseur et sapiens. La recherche de nos ancêtres n'est pas si simple. Les premières découvertes de fossiles de Néandertal ont eu lieu en Belgique, puis à Gibraltar, puis en 1856 dans la vallée de Neander en Allemagne. C'est à la Chapelle aux Saints que le premier sujet complet a été découvert. On connaît à présent 80 sites européens de Néandertal. Il apparaît en Europe vers 150 à 120 000 ans. Remarquez bien que Néandertal est le seul homme typiquement européen. Un Européen de souche, dirait l'autre. Descendant des anciens Erectus, venus en Europe, piégés par les glaciations. Si de manière globale, la morphologie de Néandertal est semblable à celle d'Homo sapiens, il existe de nombreuses différences. Pour Néandertal, plus trapu, la cage thoracique est évasée. L'avant-bras est de même taille que le bras. Les membres inférieurs sont plus courts. Et bien sûr son crâne, avec une arcade sourcilière développée et l'absence de menton. Sa capacité crânienne évolue de 1500 à 1750 cm3, supérieure à celle d'Homo sapiens. L'étude de sa dentition et de ses mâchoires montre un régime alimentaire à base de viande, de coquillages, de mollusques, mais aussi bien sûr de fruits, de feuilles, de graminées. Nous savons en plus par ses gènes que Néandertal avait la peau blanche et qu'il était roux. De nombreux outils ont été retrouvés dans l'environnement de Néandertal. Racloirs, pointes, issus d'éclats de silex retouchés. Il utilise un débitage de la pierre efficace, le débitage levallois, c'est l'industrie moustérienne. À noter, de nombreux fossiles ont été trouvés dans une posture et dans un lieu qui démontrent que ces hominidés inhumaient leurs morts, c'est déjà le signe d'une spiritualité affirmée. La génétique apporte des renseignements précieux puisque des laboratoires comme celui de Leipzig peuvent à présent étudier l'ADN de quelques fossiles suffisamment bien conservés. Elle nous permet de reconnaître 3 populations de Néandertal en Eurasie. Une population occidentale, en rose, une méditerranéenne, en vert, une orientale, en violet. C'est au sein de ce territoire asiatique que l'on a trouvé la grotte de Denisova dans les montagnes de l'Altaï, au sud de la Sibérie. On y a trouvé entre autres une phalange, en mauvais état, et une dent, qui a tout de suite fait penser à un enfant de Néandertal. L'analyse de son ADN montre que ces vestiges ne sont ni ceux d'un Néandertal, ni ceux d'un sapiens. On se trouve devant un 3e type d'homme, plus proche de Néandertal que de nous, c'est un Denisovien.
On sait en plus que c'était une fille issue d'une union consanguine. La stratigraphie de la grotte suggère que les hommes de Denisova ont vécu aux mêmes époques que les Néandertaliens et l'homme moderne. Ces Denisoviens travaillaient le silex comme les Néandertaliens en Europe. Ils pratiquaient le débitage levallois, se fabriquaient même des outils et des bijoux en os, comme le faisait Sapiens en Europe. Il y aurait même eu des relations sexuelles entre ces trois populations. La génétique le prouve par des échanges de gènes. La diapo montre en rouge les pourcentages de gènes échangés entre les trois groupes. Néandertal transmet 1,5 à 2,1% de ses gènes aux hommes modernes, 0,5% aux Denisoviens. Celui-ci transmet entre 3 et 6% aux Mélanésiens modernes. Et puis on voit dans le coin à droite un homme inconnu qui transmet 0,5 à 8% de ses gènes aux Denisoviens. On sait donc qu'il a existé, mais on n'a encore aucun fragment osseux permettant de le décrire. Récemment, une équipe chinoise a trouvé à Lingjing, dans la province du Henan, à 4000 km de Denisova, 2 crânes d'un volume de 1800 cm3 et vieux de 125 000 et 105 000 ans, accompagnés d'outils en quartz. Ces crânes seraient-ils ceux de Denisoviens, dont on ne connaissait qu'une phalange et une dent? Les études de génétique sont nécessaires pour le dire, mais aucun ADN de ces crânes n'a pu être encore isolé et analysé. Le mystère reste complet et me permet même d'imaginer que ces crânes pourraient correspondre à cet homme inconnu dont je parlais précédemment et dont on n'a encore aucun fossile. Ça, c'est du rêve, c'est pas de la science. Les Chinois, de leur côté, pensent tenir là la preuve d'une évolution locale asiatique indépendante des hommes afro-européens. Ça, c'est peut-être davantage de la politique que de la science. L'équipe de Svante Pääbo, responsable des études génétiques menées à Leipzig, a publié une analyse de l'ADN mitochondrial d'un fémur de la grotte de Cima de los Huesos dans la Sierra Atapuerca en Espagne. Ce fémur appartient à un groupe de 28 individus de l'espèce Homo heidelbergensis. Il est daté d'environ 300 000 ans. Eu égard à la ressemblance anatomique entre Heidelbergensis et l'homme de Néandertal, l'équipe s'attendait à un fort apparentement génétique avec ces derniers. Mais loin de révéler cet étroit lien génétique, l'analyse de cet ADN mitochondrial a en réalité montré que cet espagnol est génétiquement bien plus proche de l'homme de Denisova que de Néandertal. Homo heidelbergensis serait peut-être l'ancêtre des trois espèces Néandertal, Denisovien, Sapiens. Il nous reste enfin à aborder Sapiens. En 1868, Louis Lartet décrit aux Zézy le célèbre Cro-Magnon. C'est dans l'abri sous roche qui est réhabilité et ouvert au public en 2014. Homo sapiens, vous le connaissez bien, c'est vous. Son crâne a curieusement rétréci, passant de 1650 cm3 pour les premiers sapiens à 1350 cm3 pour l'homme actuel. Deviendrait-on des petites têtes? Rassurez-vous, en fait ces chiffres ne représentent que des moyennes, car on trouve de nos jours des capacités cérébrales de 900 à 2350 cm3. Je ne sais pas où vous situez à l'intérieur de cette fourchette, mais souvenez-vous d'Anatole France ou d'Einstein. Tailleur d'outils de plus en plus perfectionné, il a pratiqué le débitage laminaire du silex, travaillé l'os et l'ivoire. Sapiens en plus s'est lancé dans la création de l'art, sur lequel je ne m'étendrai pas cette fois. Depuis plus de 30 000 ans, il a créé ses œuvres extraordinaires. Cette diapositive vous en montre quelques exemples, particulièrement remarquables, de son art mobilier pariétal, et vous en rappelle la chronologie qu'il ne faut pas oublier quand on visite le musée. Châtel-Péronnien, Aurignacien, Gravettien, Solutréen, Magdalénien, Asilien. Sapiens est un Africain, donc noir, je tiens à le préciser, mais nous y reviendrons. Il est donc né en Afrique. Jusqu'à cet été, je disais que le plus ancien fossile vieux de 200 000 ans a été trouvé à Omokibish, en Éthiopie. On vient d'apprendre, début juin 2017, que l'homme
de Homo qui biche est détrôné, car une équipe internationale a trouvé 5 squelettes âgés de 300 000 ans à Djebel Irhoud, au sud-ouest de Casablanca. Ces squelettes sont accompagnés d'un outillage en pierre, obtenu par un débitage levallois caractéristique du Paléolithique moyen. Ce sont ces outils en silex, chauffés au moment de leur taille, qui ont permis la datation par thermoluminescence. 300 000 ans, ce seraient donc les restes les plus anciens d'Homo sapiens, donnant à notre espèce un coup de vieux de 100 000 ans. Même Ariel Dombal va avoir des difficultés à le masquer. En tout cas, c'est bien une nouvelle preuve que si l'Afrique est le berceau de l'humanité, comme le disait l'abbé Breuil, c'était un berceau à roulettes. Tout comme son ancêtre Erectus, Homo sapiens va à son tour avoir des fourmis dans les jambes et conquérir en premier lieu toute l'Afrique. Puis il va bientôt quitter ce continent, suivant des voies migratoires, sans savoir où elles le mènent. On trouve en Palestine des sites vieux de 100 000 ans à Capzé près de Nazareth et à Skul. Il se dirigera ensuite vers l'Asie et l'Europe. L'arrivée de Sapiens en Europe il y a 40 000 ans coïncide avec la disparition progressive de Néandertal. Y a-t-il eu élimination ou absorption? Les paléontologues estiment la population de Néandertal en Europe à environ 200 000 personnes pendant les périodes climatiques les plus favorables. C'est très peu. D'autant que sa dispersion dans toute l'Europe était très grande. Le nombre de femmes en état de se reproduire était encore plus faible. Certains l'estiment à environ 10 000. La consanguinité devait être importante, entraînant l'affaiblissement de toute l'espèce. Quand Sapiens est arrivé en Europe, au Paléolithique moyen, ce sont des centaines de milliers d'hommes qui y s'installent. On ne trouve pas de traces de guerre entre les deux populations. On sait simplement que quand Sapiens progresse et occupe de nouveaux territoires, Néandertal recule. Ces dernières traces se retrouvent au sud de l'Espagne, à Gibraltar. On sait de plus en plus que les deux populations se sont rencontrées et ont mis en commun des traces culturelles, des outils, des parures, des dessins. Et puis nous avons en nous des traces d'ADN de néandertaliens, ou plus exactement de néandertaliennes, car les gènes des chromosomes Y de Néandertal sont absents du génome de l'homme moderne. Les femmes sapiens fécondées par des néandertaliens devaient faire des fausses couches, car elles développaient des antigènes responsables de réactions immunitaires, ainsi que l'ont démontré les généticiens de Stanford en Californie. En 2013 à Marseille, les preuves d'un métissage entre Néandertal et Sapiens sont apportées par une mâchoire pourvue d'un véritable menton et dont le génome est typiquement néandertalien. Il semble que notre immunité à diverses maladies serait l'héritage d'un gène de Néandertal, le gène STAT2. De la même façon, nous aurions hérité également de gènes concernant la coagulation sanguine, la kératine de notre peau. Ces gènes, qui pouvaient être des avantages dans une population de chasseurs-cueilleurs, seraient la cause d'inconvénients dans notre population moderne, engendrant des maladies telles que le diabète, les AVC, les maladies immunitaires, les allergies. Sapiens, seul hominidé présent sur Terre, va continuer à évoluer, à changer d'aspect. À son arrivée d'Afrique, Sapiens était encore noir, il avait les yeux marrons. Le climat européen plus froid, le soleil plus rare, ont fait qu'il s'est progressivement éclairci pour pouvoir fabriquer davantage de vitamine D. On a trouvé au nord-ouest de l'Espagne, dans une grotte sur le site de la Brania, les restes de 2 hommes, dont la séquence ADN montre qu'ils avaient la peau noire, mais les yeux bleus. L'éclaircissement complet de la peau et les yeux bleus ne serait apparu que vers 8500 ans et se serait étendu rapidement dans la population européenne au cours du néolithique. Alors voilà où nous en sommes dans l'histoire de nos ancêtres. Cependant, je voudrais faire une dernière remarque. Je vous ai présenté l'histoire des hominidés à travers les découvertes de fossiles. On pourrait être tenté d'y voir un arbre généalogique et rechercher qui est l'ancêtre de qui. Homo habilis étant en quelque sorte le père d'Homo ergaster, le grand-père d'Homo erectus. C'est idiot. Les fossiles datent d'époques très différentes et sont découverts dans des lieux parfois très éloignés. Depuis quelques années, avec les progrès de la paléontologie, de la génétique, de l'analyse statistique des données et de l'informatique,
on a pu classer et ordonner des millions d'informations. Alors on peut dire par exemple que Néandertal et Heidelbergensis sont plus proches l'un de l'autre que n'importe quel autre fossile. Ce sont des espèces cousines, ils ont donc un ancêtre commun. Cet ancêtre commun est plus proche de Sapiens que les autres. Ils ont donc à leur tour un ancêtre commun. L'ordinateur va donc créer un arbre phylogénétique permettant de savoir qui ont un ancêtre commun, et de proche en proche, on va pouvoir remonter vers le passé. On peut alors insérer l'arbre des hominidés dans celui des primates, puis des mammifères, des vertébrés, des animaux, pour aboutir à un arbre phylogénétique de la vie sur Terre, qui montre bien l'aspect buissonnant de l'évolution dont je parlais au début. Ces trois branches principales sont les eucaryotes, les êtres cellulaires dont les chromosomes sont regroupés dans le noyau de la cellule, les bactéries et les archées. Tout au centre, l'UCA, Last Universal Common Ancestor, dont je ne vous parlerai pas cette fois. Si la démarche vous interpelle, lisez les livres de Guillaume Lecointre et Hervé Le Guyader sur la classification phylogénétique du vivant. Ou plus simplement, voyez le film Espèce d'espèce de Denis Warenbeke, qui passe parfois à la télé et qui existe en DVD. Vous allez découvrir une biologie moderne et passionnante qui va vous faire aimer la science. Au terme de cet exposé, toutefois, je m'interroge. Mon but était de clarifier, de simplifier la saga de nos ancêtres. Je crois sincèrement que c'est raté. Car si l'on pensait qu'il fallait découvrir de nouveaux fossiles pour y voir plus clair, on se rend compte que chaque découverte remet en cause tout le beau schéma que l'on pouvait imaginer précédemment et compliquer notre généalogie. Les découvertes s'accélèrent. De nouveaux fossiles viennent se greffer sur l'arbre. Il faut nous orienter et mettre de l'ordre dans tout ce buisson. Toutefois, jamais nous ne reviendrons à l'image simpliste d'une lignée rectiligne telle que je la montrais au début. La vie et l'évolution du monde vivant n'opèrent que par buissonnement dérivé des espèces. Gabriel Camps me disait un jour qu'il était venu visiter une classe dans une école primaire d'Aix. Une petite fille lui aurait dit « Vous savez tout sur l'histoire de nos ancêtres. Que nous reste-t-il encore à découvrir ?» Il avait répondu « Bien plus que ce que je vous ai expliqué. Mais c'est à toi de chercher à présent. »